le détail dépend du détail du modèle qu'on pose, mais les grandes lignes sont bien connues et bien comprises. En revanche, si on parle de l'énergie de l'inflation, ça revient un peu à dire l'énergie de l'univers, ça revient un petit peu à dire pourquoi quelque chose plutôt que rien. Et là, je vais tirer le joker en disant ça ne sera pas pour cette fois, même si, bien sûr, il y a des théories spéculatives qui sont alors encore plus au-delà du modèle standard, vous avez parlé du modèle d'inflation éternelle, etc., où on peut, en postulant que la physique a une certaine forme très au-delà du modèle standard, on peut naturellement produire des univers comme ça qui se détachent les uns des autres. Enfin bon. Mais alors là, on est très loin du contact avec les observations pour le moment. On n'a pas d'indication, on n'a pas pour le moment enfin à ma connaissance, de prédictions auxquelles on pourrait s'agripper pour dire, bon, ça c'est un effet, que si ce type de théorie marche et est correct, alors il doit y avoir ça. Et à ce moment-là, on peut dire, est-ce qu'on est capable de construire une machine pour le faire? Pour le moment, on n'a pas ce genre de poignée, donc on a des scénarios qui permettent d'aborder, alors c'est pas du tout un exercice vide, c'est des scénarios qui nous permettent d'aborder ce genre de questions, non plus de manière mythologique, mais en essayant d'utiliser les outils de la physique, de la logique, etc. Mais on est encore loin du contact avec les expériences, qui est le cœur de la physique. Voilà. Donc, merci. Merci pour votre exposé. Vraiment, j'en ai appris plein aujourd'hui. Ma question, j'ai posé à Hervé Dole il y a 3 jours, à Meudon, c'est que pour lui, l'inflation de 10,35 à 10,32 secondes, donc après tout le temps, eh bien, l'univers s'est accru de la moitié de sa taille et depuis 10,32 secondes jusqu'à aujourd'hui, et c'est accru de l'autre moitié. J'ai lu, par contre, dans un livre du CNRS, que l'inflation, non, entre la fin de l'inflation et aujourd'hui, l'univers ne s'est accru que de 1000 fois sa taille. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'inflation, il aurait eu 13,5. Non. Il y a un peu des confusions d'échecs. Le facteur 1000 de dilatation, c'est entre la surface de dernière diffusion et nous, c'est-à-dire entre 380 000 ans et maintenant. Donc ça, il y a un facteur 1000, c'est pour ça que le potentiel d'ionisation de l'hydrogène, qui correspond à quelques milliers de degrés, quand on dilate d'un facteur 1000, c'est pour ça qu'on arrive à 2,7 degrés Kelvin aujourd'hui. C'est simplement la diminution d'un facteur 1000 de la température due à ce facteur 1000 en expansion. Maintenant, donc ça c'est une confusion d'époque. En revanche, je ne pourrais pas vous donner comme ça le chiffre magique, mais si vous parlez de 10-36 secondes, si c'était un univers dominé par le rayonnement, ça serait en T puissance 1,5 le taux d'expansion. C'est pas correct, c'est un T2 tiers, etc. Mais c'est une puissance fractionnaire du temps, mais vous avez 10-36 secondes à 13,8 milliards d'années, ça fait certainement plus que 1000. Voilà, en bref. Donc, je suis trop fatigué pour faire le calcul de tête, là, mais je peux vous assurer que c'est plus. Sur le chiffre d'Hervé Dole, vous n'avez pas de... il faudrait que j'ai le point précis. On m'a dit, l'univers s'est accru pendant l'inflation, autant qui s'est accru depuis... Alors ça, en revanche, oui, ça c'est... Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais ça ne me choque pas. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre d'exponentiations, de dilatation phénoménale pendant ces périodes-là. Oui, ça me paraît... C'est pas quelque chose que je sais, c'est quelque chose que je peux redériver sur un point d'enveloppe, mais ça ne me paraît pas être déraisonnable. Voilà. Une expansion à 10 puissance 30 mètres par seconde, qui est très largement supérieure à celle de... Encore une fois, là, je vais me coucher. Là. Une autre question ici. Et je ne vais pas tarder très longtemps parce que là, je suis vraiment fatigué. Question peut-être naïve. Dans votre système de 6 paramètres, est-ce qu'on est sûr que la seule combinaison qui correspond avec ce qu'on a observé, c'est celle que vous avez montrée tout à l'heure? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres combinaisons qu'on n'aurait pas testées parce que ça fait quand même beaucoup de combinatoires assez importants? Alors, c'est une très bonne question.
J'ai essayé de l'amener d'une certaine manière en disant que la seule chose qu'on faisait, c'était de comparer un modèle avec ses paramètres, avec des observations. La première question qu'on peut d'abord se poser, c'est qu'au sein de ce modèle, y a-t-il plusieurs jeux de paramètres qui rendent presque aussi bien compte des données? Ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, la dégénérescence des paramètres, c'est-à-dire la dégénérescence de l'effet. C'est-à-dire que certaines combinaisons de paramètres, si par exemple vous avez ici une certaine équation qui conserve une certaine relation entre les paramètres, vous n'avez pas d'effet observable, ou quasiment pas observable. Alors justement, c'est une des raisons pour lesquelles on fait des mesures de plus en plus précises. C'est qu'à un certain niveau de précision, vous avez des dégénérescences, c'est-à-dire que vous avez plusieurs explications, plusieurs combinaisons de paramètres qui décrivent aussi bien le résultat. Ce qu'on prend en compte, évidemment, quand on dit les choses et quand on met des barres d'erreur, etc., tout ça c'est inclus. Quand on fait des précisions, quand on fait des mesures plus précises, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à être sensible à de nouveaux effets qui réagissent de manière différente aux différents paramètres. Et donc, ce que vous faites, c'est que ces nouvelles données brisent les dégénérescences en question. Planck arrive, en étant proche de sortir tout le contenu informatif de la température, brise quasiment toutes les dégénérescences au sein d'un modèle minimum à 6 ou 7 paramètres. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est presque quoi ce que je dis. C'est aussi très nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait des dégénérescences de longue date qu'on connaissait. Je veux dire, c'est pas... Puisque quand on fait une exploration des différents paramètres, c'est ce qu'on fait, on se rend compte que, oui, on peut l'expliquer de deux manières. Donc en fait, on ne met pas des barres d'erreur, en fait, on met des patates dans un espace multidimensionnel. En fait, c'est ça qu'on fait vraiment. Mais on trouve les endroits dans un espace à plusieurs dimensions. Vous mettez une dimension par paramètre, donc si vous avez 6 paramètres, vous avez un espace à 6 dimensions, et vous regardez les coins de l'espace à 6 dimensions qui permettent de décrire les données. Alors, ça ne répond quand même pas complètement à votre question, parce que c'est toujours, là j'ai toujours utilisé au sein d'une classe de modèle donné, j'ai spécifié l'espace de 6 paramètres. Là. Et vous allez pouvoir me dire, tout à fait logiquement, vous m'avez parfaitement répondu pour votre espace à 6 paramètres, mais et s'il y en a un 7e? Alors, nous allons commencer à aborder cette question-là, on regarde les données dans un espace à 7 dimensions, et on regarde s'il y a quoi que ce soit qui nous dit, quand j'explore cette dimension supplémentaire, est-ce que je ne trouve pas d'autres minimums, d'autres endroits où ça marche bien? La réponse était, rien de convaincant pour le moment. Et puis vous pouvez aller encore plus loin et dire, mais peut-être qu'il y a des explications encore plus radicales, c'est-à-dire que je peux changer encore de manière plus radicale le cadre conceptuel. Et peut-être que certains des paramètres ne sont qu'une description effective, qui marche bien, mais qui ne sont pas des paramètres fondamentaux. Et donc peut-être que finalement, ce qu'on décrit comme étant des caractéristiques de l'inflation sont peut-être, en fait, alors ça c'est une théorie alternative, des paramètres d'une phase dite pré-Big Bang, une phase qui serait épirotique, de contraction lente, etc., qui aboutirait au bout à quelque chose qui, du point de vue de la mesure, ne serait pas différent. Donc là, on pourrait avoir une modification non pas de la mesure et des résultats, ni même des chiffres, mais de la manière dont on les interprète. Et pour vous, ça paraît peut-être un peu abscon ce que je dis, mais pensez tout simplement à la gravité. On n'a pas changé la manière dont tombent les pommes. Mais avec Einstein, on ne pense plus la manière dont les pommes tombent de la même manière. On n'a plus une force, machin, etc. On a l'espace qui est courbé. Donc, on n'est absolument pas immune. Bien évidemment que le cadre conceptuel que je vous ai décrit, j'ai essayé d'être prudent quand je parlais d'inflation, c'est quelque chose, c'est une théorie effective qui marche bien, on est très très fiers d'aller trouver ces paramètres et qu'ils ont été prédits, mais je ne peux pas vous garantir qu'il n'y a pas une description qui aurait les mêmes effets dans un cadre physique plus large, qui un jour ne sera pas développé sous la pression d'observations autres. Voilà. J'en ai profité parce que c'est au-delà un petit peu de votre question, mais je crois que c'était le... Est-ce qu'on peut une dernière question ou... Non, d'accord. Alors, on remercie... Je vous donne rendez-vous donc le 13 novembre avec David Elbaz du CEA Saclay qui va nous parler des dernières nouvelles sur la formation
des étoiles et des galaxies avec l'apport du satellite Herschel. Bonne soirée.